parce qu'elle pose question à toute conscience humaine, ne devrait être décidée que par la voie du référendum. La télévision quitte le domaine du laboratoire et entre dans le stade des réalisations pratiques. Today, in the world of freedom, Au studio des PTT, les nouveaux appareils de transmission sont braqués sur les interprètes de cette séance de gala diffusée par la Tour Eiffel. Avant, je n'aimais pas la politique. Bonsoir, nous recevons aujourd'hui Jean-Christophe Cambadélis. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Vous avez été longtemps député, l'ex-premier secrétaire du Parti socialiste. Et vous avez écrit un ouvrage récemment. Enfin, vous avez écrit beaucoup d'ouvrages, mais le plus récent, Chronique d'une débâcle. Vous revenez sur ces dernières années aux éditions L'Archipel. C'est ça. On va commencer, comme d'habitude dans cette émission, par une photographie. Vous avez 6 ans, 5-6 ans. Qu'est-ce que c'est que cette tenue que vous avez? Alors, c'est une tenue Devzone, parce que du côté de mon père, comme le nom le souligne quand même, Cambadélis, on est grec. Et il y avait un espèce de conflit à la maison entre ma mère qui est du Nord, qui est picarde, et qui on voulait tenir à distance, on va dire, la communauté familiale grecque qui était très envahissante dans son couple. Donc un métissage difficile. Métissage difficile, enfin culturellement difficile. Et mon père tenait beaucoup à cette filiation. Et un jour, je m'en souviens, mais vraiment très très bien, j'étais petit mais je m'en souviens très bien, il m'habille comme ça chez ma grand-mère, qui fait toute attention pour que je sois habillé comme les Evzones, c'est-à-dire ces fameux militaires gardes, on les voit devant le Parlement à Athènes. Et je vais prendre une photo chez un photographe grec, évidemment, qui me prend cette photo. Ma mère était furieuse. Mais cette photo est restée dans la famille. Et on appelait le papounet, parce que le papou en grec, ça veut dire grand-père. Et donc voilà, la photo du papounet. Je ne vous appellerai pas papounet. J'imagine qu'à 6 ans, vous n'aviez pas l'idée de ce que vous vouliez faire plus tard. À quoi pensait ce... Non, à 6 ans, je n'étais pas... Le petit Jean-Christophe pensait à s'amuser, à faire beaucoup de sport, mais il n'avait pas en tête l'idée de ce qu'il serait plus tard. À quel moment vous vient cette idée d'engagement? Alors, quelque chose qui va vous interpeller, c'est l'assassinat de Kennedy. Car, 63 novembre. Car j'étais déjà un peu interpellé par ce qui se passait en Algérie. Donc là, vous avez 12 ans. J'ai 12 ans. Vous êtes né en 51, 63, 12 ans. Et je rentre dans le salon, où il y a la grande télé à l'époque, une immense télé très large comme ça, en noir et blanc. Et mes parents sont pétrifiés. Et regardent, alors on n'a pas encore les chaînes d'infos qui déploient ceci toutes les 15 secondes, mais quand même les émissions sont interrompues. Et ma première image, c'est Jackie Kennedy qui monte sur l'arrière et le président qui baisse la tête et qui est assassiné. Et donc à partir de là, j'ai voulu comprendre ce qui s'était passé. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y avait, pourquoi on pouvait tuer un président de la République. Pour moi, bon, à cette époque, c'était le général de Gaulle. Il y avait eu des attentats, mais ça ne m'avait pas percuté. Et donc, à partir de là, j'ai commencé, surtout avec mon beau-père, qui aimait la politique, à interpeller, à interroger, etc. Puis après, mon grand-père, mes 2 grands-pères, qui, eux, avaient fait la guerre de 14. L'un en France et l'autre dans les Dardanelles, puisqu'il était grec, il avait été coulé sur son bateau, etc. Et donc j'ai commencé à partir de là à me politiser au fur et à mesure. Alors, vraiment le moment peut-être, c'est 71, vous avez 20 ans, on passe beaucoup d'années, et vous êtes au Parti communiste internationaliste. Vous pouvez expliquer pour les plus jeunes qui ne savent pas forcément connaître cette période? Alors d'abord, peut-être qu'ils ont en tête qu'il y a eu 68,
Et en 1968, à l'échelle internationale, c'est le début des grands mouvements progressistes qui sont en crise aujourd'hui. Il y a des révoltes étudiantes. Le prétexte est la guerre d'Algérie, mais c'est une interpellation de la société de consommation et ce constitue une ribambelle d'organisations. On appelle ça le temps des groupuscules, c'est des petits partis. Et moi, après avoir lu, parce que chez moi, la littérature ou les livres ont beaucoup d'importance, l'histoire de la révolution russe de Léon Trotsky, je dis, voilà, c'est les trotskistes qui ont raison face aux communistes, aux maoïstes, aux anarchistes, à tous les mouvements qui existent à l'époque. Et je décide de rentrer dans une des formations trotskistes. Elles étaient fort nombreuses. Elles avaient des tables dans chaque faculté. Tout ça a disparu, mais il y avait des tables où chacun vendait sa propagande. Et d'un côté, je rencontre ce mouvement qui s'appelle l'Alliance des jeunes pour le socialisme, et qui va devenir plus tard une organisation que le Parti communiste internationaliste. Et en même temps, je rentre à l'UNEF. C'est une grosse bataille, on parle de violence, mais à l'époque, la jeunesse était extrêmement violente. Et ma première expérience politique, c'est que je rentre dans un amphithéâtre de la Sorbonne, en criant « Vive les travailleurs polonais », puisqu'en face, c'était les communistes qui défendaient l'Union soviétique. Et je prends un énorme fauteuil sur la figure. Et donc, ma première rencontre, c'est la rencontre avec un fauteuil. Avec un fauteuil. Vous avez été plus tard président de l'UNEFIDE. Plus tard, j'étais président de l'Association générale des étudiants de Nanterre, puis président de l'UNEFIDE, où quand je deviens patron des étudiants de Nanterre, qui avaient une certaine réputation d'agitateurs, dans le bureau national, il y avait un autre agitateur qui va devenir très connu, qui s'appelait Jean-Luc Mélenchon. Peut-être une troisième racine de cet engagement, alors on passe encore 10 ans, c'est la fin des années 80, mais c'est l'engagement contre l'extrême droite, avec le manifeste contre le Front National et Ras le Front. Vous pouvez nous expliquer pourquoi et quelle est la manière dont vous avez décidé, parce qu'il y avait SOS Racisme à l'époque? Absolument, il y avait SOS Racisme, il y avait le Ras le Front, chacun avait... encore d'ailleurs. Mais... Bien sûr, chacun avait... disons, son objectif. Les uns étaient plus dans le débat culturel, les autres dans l'affrontement. Nous pensions qu'il fallait mener un débat politique avec les extrêmes droites parce qu'on était au début de la montée en Europe des nationalistes. Et je pressens, je prévois, j'analyse que le Front National va être une force politique majeure. Le Front National est beaucoup plus radical qu'il ne l'est aujourd'hui. Sur des positions qu'on appellerait identitaires d'extrême droite. Et donc, ayant en tête un peu les mouvements anglais, Rock Against Racism, on essaye de monter notre structure, le manifeste, qui va devenir extrêmement importante, qui dépassera Ras le Front, qui dépassera à un moment donné SOS Racisme. Nous ferons une grande manifestation à Strasbourg lors du congrès du Front National. Et donc, à partir de là, on anime avec beaucoup de responsables qui sont aujourd'hui au Parti socialiste. Certains sont autour d'Emmanuel Macron. Et avec le recul, vous estimez qu'aujourd'hui, ce combat-là, il a été gagné ? Bon, je ne peux pas dire ça alors que Marine Le Pen était au deuxième tour de l'élection présidentielle, mais je vois bien que c'est un phénomène qui est un phénomène européen et mondialisé. Quand on voit ce que fait l'AfD en Allemagne, c'est-à-dire le parti populiste xénophobe allemand, 90 députés quand même au Parlement allemand, quand on voit la manière dont s'est passé le Brexit et les thèmes qui ont été déployés, quand on voit ce qui s'est passé dans les Pays-Bas, aux Pays-Bas, etc., on voit bien qu'il y a une interpellation dans le monde occidental sur ce que nous sommes, et la réponse qui est donnée, c'est souvent le nationalisme. Je l'ai dit tout à l'heure, vous avez écrit Chronique d'une débâcle, vous revenez sur le dernier mandat, et vous préparez un ouvrage sur la manière de reconstruire le progressisme aujourd'hui. Je pense que l'espace, on va dire, entre Emmanuel Macron et Mélenchon est un espace considérable.
mais qui n'est pas organisée politiquement et idéologiquement. Et que le Parti socialiste, mais les divers gauches, la gauche non mélenchoniste, la gauche non macroniste, ne peut se reconstruire que sur une offre politique. Et il faut refonder le progressisme parce qu'il est en crise. On le voit aux États-Unis entre Hillary Clinton et Bernie Sanders, on le voit en Angleterre entre Corbyn et les nobléristes, on le voit en Italie entre Renzi et D'Alema, voire Sanchez en Espagne avec les leaders des grandes régions qui sont plutôt au centre. Donc il y a le grand débat entre ceux qui veulent s'adapter à la mondialisation, pour certains la maîtriser, mais pour d'autres pour s'y adapter, et puis ceux qui sont dans la résistance. Ce courant qui alliait redistribution de l'État-providence et extension des libertés, qui était le courant progressiste, né dans les années 60, est aujourd'hui dans l'incapacité d'unir l'ensemble de ses représentants. Difficile de vous connaître en 12 minutes, mais on va terminer sur un portrait culturel. Quel est votre artiste préféré? Alors, vivant ou mort, c'est difficile d'en retenir un, mais... Alors, mon artiste préféré, c'est une dimension qu'on connaît peu chez moi, c'est ma passion pour la danse. Pour moi, c'est Béjart. Béjart. L'événement culturel de ce début du XXIe siècle? Messe pour un temps présent ou le Sacre du printemps de Béjart, mais j'hésite entre Béjart et Pina Bausch. Là, c'est deux versions mais extraordinaires qui ont révolutionné la danse moderne. Votre livre de chevet? Alors, j'en ai des tas de livres de chevet. Ça s'empile. Chez moi, on est envahi par les livres et mes enfants en ont ras-le-bol parce qu'ils ne peuvent plus passer dans le couloir tellement il y a de bouquins partout. Mais étant un petit peu en retrait, j'ai le temps de relire un certain nombre de livres. Et là, hier soir, je me suis replongé dans Moravagine de Blaise Cendrars, parce que j'adore Blaise Cendrars. Je trouve que c'est un écrivain qui a le sens à la fois de l'histoire, du récit et de l'écriture. Vous êtes aussi cinéphile? Il y a un film référence? Oui, alors là, il y en a aussi beaucoup, mais je commencerai par le film qui m'a fait apprécier le cinéma dans l'école dans laquelle j'étais, où j'animais un ciné-club, et un jour, émerveillement, je vois le 7e saut d'Ingmar Bergman, et à partir de là, je suis devenu un accro du cinéma. Et je crois avoir déjà la réponse, mais votre style de musique préféré? Musique classique. On va terminer par une question d'un étudiant ou d'une étudiante, d'un étudiant. Bonjour Monsieur Cambaléis, je m'appelle Cassis, j'ai 23 ans et je suis actuellement étudiant en informatique. Suite à la modification des critères de pénibilité et la réduction du nombre de contrats aidés de la part du gouvernement, que pensez-vous de leur politique en matière de droit du travail? Voilà une question On revient à la politique. Je suis en complet désaccord. Je ne pense pas que la France soit mûre pour une marche forcée au libéralisme. La dérégulation ne permet pas l'emploi, on le voit malheureusement aujourd'hui. Jean-Christophe Cambadélis, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous étions, comme d'habitude, au Café Français, place de la Bastille. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt. Parce qu'elle pose question à toute conscience humaine, ne devrait être décidée que par la voie du référendum. La télévision quitte le domaine du laboratoire et entre dans le stade des réalisations pratiques. Today, in the world of freedom,